Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui je suis très content parce que je vais vous partager une discussion que j'ai eue ici à la Vallée de Bébu avec mon amie Sophie Lamidé. Donc Sophie, pour ceux qui ne connaissent pas encore, eh bien c'est une spécialiste du monde des fermes pédagogiques et de la médiation animale et c'est avec elle qu'on travaille depuis plusieurs années sur le concept de facilitateur de la relation entre l'humain et le vivant. Aujourd'hui on va pas parler vraiment de ça, on va parler du monde des fermes pédagogiques et de militantisme. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est le moment ou jamais de vous abonner, d'activer la petite clochette des notifications, et ce qui me ferait également très plaisir, c'est que vous puissiez commenter pour nous dire si vous êtes d'accord avec le sujet qu'on va aborder, puisqu'on se pose vraiment des questions dans cette vidéo. Donc voilà, pour nous dire ce que vous en pensez, de façon constructive s'il vous plaît, ce serait plus agréable. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder ma discussion avec Sophie Lamidé. Sophie, bonjour. Bonjour. Donc tu es actuellement à Bébu, donc au centre de formation des entrepreneurs animaliers, parce qu'on est en plein tournage d'une formation sur le facilitateur de la relation entre l'humain et le vivant. Il y a plein d'explosions d'idées à chaque fois qu'on se voit, on parle de plein de choses. Et il s'est trouvé qu'au moment où tu étais là, j'ai reçu une demande d'une de mes stagiaires, un peu en panique, qui m'a posé la question, voilà Tristan, j'ai un projet donc, de ferme pédagogique que je porte depuis quelques temps. Je vois que toutes les fermes pédagogiques, ou en tout cas majoritairement, sont traditionnelles, c'est-à-dire des fermes dans lesquelles on va faire des ateliers de nourrissage, on va faire du pain, on va faire de la farine, voilà, on va faire des choses, du beurre, donc des ateliers qui sont assez traditionnels, qu'on voit régulièrement. Et elle me dit, je suis pas du tout là-dedans, moi j'ai un caractère très militant, je suis très orienté politiquement, je défends des causes, je défends des combats. Et est-ce que ça a sa place dans le monde des fermes pédagogiques? Donc je trouvais intéressant qu'on en discute ensemble. Donc voilà, je voulais déjà avoir ton premier sentiment sur cette question-là. Moi je dirais simplement qu'il y a autant de projets de ferme pédagogique qu'il y a de porteurs de projets, donc chacun peut avoir sa place dans ce milieu, et heureusement d'ailleurs, parce que ce qui fait l'identité d'une ferme pédagogique, c'est pas le pain, le beurre, c'est la personne et ce qu'elle a fait de ce lieu qu'elle a voulu créer. Donc oui, je pense que oui, on peut, même si on est militant, et peut-être surtout si on est militant. Et je pense que si on décide de se lancer dans un projet animalier, c'est quelque part, on a tous une part de militants en nous, quoi. Donc oui, oui. Maintenant, il y a toujours un petit peu des voyants qui peuvent s'allumer en disant bon, là où on se situe, qu'est-ce qu'on fait. De toute façon, il y a un questionnement permanent en tant que porteur de projet, en tant qu'entrepreneur, on se questionne en permanence. Donc oui, il y a peut-être des points de vigilance, comment ça va être accepté du point de vue des visiteurs, du public, mais en soi, c'est plutôt bien d'être militant. Oui, alors moi j'aurais un regard du côté un peu entrepreneurial. Je me dirais, il y a deux points de risque, on va dire. Le premier, c'est si tu décides de ne pas l'être militant, tu décides de faire comme tout le monde. Aujourd'hui, des fermes pédagogiques traditionnelles, il y en a déjà, elles sont inscrites à Bienvenue à la ferme, il y en a un certain nombre, et une classe ou une famille qui veut visiter ça, elle trouvera une offre, elle trouvera quelque chose normalement pas trop loin de chez elle. Donc aujourd'hui, il y a quand même une obligation, une petite course à l'échalote de je veux faire quelque chose d'un peu original, je veux me distinguer, et c'est pas une mauvaise chose d'essayer de se différencier, ou je dirais même d'avoir son identité. Maintenant, on n'est pas dans la course, on n'est pas non plus dans l'idée de se dire qu'est-ce que je vais faire d'encore plus original que le voisin. Ce qui est important en fait, c'est le marché. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais on est porteur de projet, on a des idées, des valeurs, etc. Maintenant, il faut les garder, les sanctuariser, ces valeurs qu'on a, mais il faut les confronter à ce que veulent bien les gens. Parce que c'est pas les animaux que vous avez chez vous qui vont vous payer un droit d'entrée, c'est pas eux qui vont payer une animation. Personne va payer quelque chose qu'il n'a pas envie de voir. Donc si je prends un exemple, on va dire le plus extrême possible, on fait une ferme 100% végane qui ne veut pas avoir d'animaux sur place, dans ce cas ce sera peut-être pas une ferme pédagogique, ce sera peut-être une zone de culture dans laquelle on va montrer des choses. Quelque chose qui serait très militant et qui refuserait de faire rentrer dans sa ferme des gens qui sont pas véganes par exemple, on serait dans l'exclusion totale et on serait sur un marché tellement petit que peut-être que le sujet est intéressant, mais la question c'est est-ce que localement il y a un marché à prendre. Si on est sur une région parisienne, peut-être qu'une ferme 100% végane, elle trouverait un marché suffisamment grand. Par contre, si vous êtes au milieu de la Lozère ou dans la Creuse, est-ce qu'à 20 km à la ronde, vous allez trouver suffisamment de gens qui partagent un intérêt suffisant pour aller voir la ferme? Je suis pas sûr. Donc on va se questionner sur est-ce que le marché il a envie de ça, et du coup c'est un équilibre à trouver. Moi, je pars du principe que si on souhaite s'appeler ferme pédagogique, c'est qu'on a une envie de transmettre. C'est le principe de la pédagogie. Donc, si on a une envie de transmettre, de sensibiliser,
d'éduquer aussi, eh bien, en effet, comme tu dis, on ne peut pas exclure. C'est-à-dire que si on est trop militant, si on met un code d'entrée pour pouvoir visiter, forcément, on va exclure certains publics et on ne sera pas du coup dans une politique inclusive, ce qui est vraiment dommage parce que ces lieux, qu'ils soient des lieux de présentation des animaux ou de culture, sont vraiment des lieux d'inclusion. Donc d'une part on va exclure et puis d'autre part en effet les fermes pédagogiques c'est déjà quand même une niche d'une niche, donc si en plus on se spécialise et qu'on va jusqu'à sélectionner nos visiteurs, enfin eh bien comment on en vit quoi, parce que soit on est militant et on n'a pas envie de sensibiliser les publics et on le fait chez soi et dans ces cas-là c'est notre problème, enfin je veux dire on se débrouille, voilà, c'est notre... Maintenant dès qu'on décide de créer un lieu pédagogique, éducatif ou thérapeutique, eh bien on accepte de partager ce lieu et c'est l'objectif du lieu, c'est d'accueillir des visiteurs, de sensibiliser, d'éduquer et donc ouvrons nos portes à l'ensemble de la population et l'objectif c'est non pas de convaincre mais de sensibiliser, en tout cas de donner des clés aussi, donner des clés, de dire voilà ça existe, voilà mon regard et je trouve que c'est, alors par contre c'est très important de faire ce que l'on est et du coup de ne pas gruger les visiteurs en ayant un discours qui n'est pas le nôtre. Donc oui en effet si on défend une cause, on doit, eh bien quand on va accueillir nos visiteurs, il ne faut pas mettre de côté qui l'on est et ce qu'on défend. En revanche on n'est pas forcément là pour persuader, simplement pour dire ça existe. Et c'est ça la pédagogie, c'est finalement d'offrir matière à réfléchir et à se créer sa propre idée. Et je pense que c'est une richesse du coup de créer des lieux un peu militants parce qu'on va permettre à des personnes qui ne connaissent pas de connaître peut-être un milieu qu'ils vont découvrir et pour lesquels ils vont sentir des affinités. Maintenant, oui, des lieux militants qui ont envie de sensibiliser l'ensemble de la population, l'ensemble des personnes. Pas forcément envie de convaincre, mais simplement de sensibiliser. Alors après, on a pris un exemple qui était peut-être un peu extrême au début. Maintenant, si on revient sur des thématiques récurrentes, et donc là, la personne qui me posait la question notamment, donc il y avait alors une question d'écologie, il y avait également une question de choix des animaux. Alors ça, je le rencontre très souvent. Je veux pas prendre d'animaux d'élevage, je veux que des animaux qui viennent de refuges, des animaux abandonnés, etc. Donc ça, c'est une question qui est intéressante parce que dans le choix des animaux, ça n'a pas un impact énorme sur comment le public va le vivre. Par contre, ça peut avoir un impact sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Du coup, si tu choisis des animaux qui ont, je sais pas moi, tu choisis des chevaux qui ont tous déjà 25 ans, qui sont des retraités, ils sont pas beaux, ils ont un corps, on voit qu'ils sont vieux et qu'ils sont fatigués, il y a certaines activités qu'on va devoir se priver de faire. Donc peut-être que c'est aussi une question de cohérence. Si je décide d'avoir des animaux qui sont moi je les appelle les gueules cassées, qui ont des soucis dans leur vie, ils seront peut-être pas adaptés dans la médiation animale auprès de certains publics, au contact par exemple. Voilà, tout à fait, c'est juste que alors moi vraiment mon cheval de bataille et peut-être mon côté militante, c'est que on ne doit pas avoir de projection sur les animaux qu'on souhaite accueillir et avec lesquels on souhaite partager notre quotidien professionnel. C'est-à-dire que oui, si on a des attentes en disant moi ce cheval je veux qu'il fasse ça, forcément, on va exclure plein de monde. Maintenant, si on prend l'animal pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on veut qu'il soit, c'est-à-dire je prends un cheval parce que c'est un cheval, je prends une vache parce que c'est une vache, il faut se dire que je prends l'animal pour ce qu'il est, avec toutes ses qualités et aussi ses petites faiblesses, mais comme toi et moi, voilà. Et quand on part de ce principe-là, eh bien, on n'exclut personne. Après, moi, je trouve que les fermes-refuges, ben c'est super, pourquoi ? Parce que les refuges animaliers qui n'ont que cet objectif d'être refuges animaliers et pas d'avoir un côté pédagogique débordent d'animaux abandonnés et tant mieux s'il y a des fermes pédagogiques qui se destinent à être sanctuaires ou refuges. La différence entre un sanctuaire et un sanctuaire, l'animal qui va arriver chez toi un peu comme la vallée de Bébu, il va y rester. Par contre c'est un animal qui a été sauvé des mains de l'homme, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas voilà, qui avait un passé qui était un peu chaotique et voilà, un peu douloureux pour lui. Quand il arrive dans un sanctuaire, il va finir sa vie dans ce lieu. Alors qu'un refuge, c'est censé être un lieu de passage avec une adoption derrière. Ouais, il faut pas confondre les deux. Voilà, mais tant mieux qu'il y ait des fermes refuges, tant mieux qu'il y ait des fermes sanctuaires, parce que de toute façon, les refuges animaliers qui n'ont pas pour vocation derrière d'être des refuges pédagogiques ou éducatifs débordent d'animaux. Donc moi, je trouve ça super. Donc, maintenant, je pense que de toute façon, il n'y a pas un animal pour un type de public. Moi, je pars du principe que tout est une question de rencontre et qu'on peut vivre une aventure extraordinaire avec un dindon, avec une pintade, avec une poule, avec un lapin, avec un cheval, une chèvre, peu importe. Du moment que d'un seul coup, cette rencontre, elle va résonner dans notre histoire. Donc,
Oui, on peut peut-être pas faire tel cheval, on pourra peut-être pas mettre un cheval qui est jeune ou dans un refuge. Là dernièrement j'ai visité un refuge animalier extraordinaire. Ils ont accueilli un âne dont les testicules ne sont pas sortis, je savais pas que ça existait, enfin bref, mais du coup qui a un comportement de reproducteur, mais finalement cet animal de l'extérieur on ne voit pas que c'est un reproducteur, il a un comportement qui peut être inadapté avec certains publics. Cet âne forcément, on va pas forcément le mettre dans une sphère de relation avec une personne en polyhandicap qui n'est pas en capacité de bouger si l'animal a lui-même un mouvement. Mais pourquoi pas cet animal va être mis en relation avec des personnes en fragilité sociale, avec des jeunes qui sont suivis parce qu'ils ont des problèmes de comportement. Voilà, donc simplement, tous les animaux ne pourront pas être en accord avec tous les publics. Mais c'est comme toi et moi, une fois de plus, une question de rencontre. On s'entend pas avec tout le monde. Il y a des gens avec lesquels on peut parler pendant des heures et d'autres avec lesquels ça passe pas. L'animal, c'est pareil. Donc n'ayons pas d'attente idéalisée avec les animaux qu'on accueille. Par contre, la connaissance de l'animal fait qu'on va pouvoir les mettre plutôt en relation avec tel ou tel public, parce que on est aussi garant du bien-être de nos visiteurs, voilà. Mais donc ce côté militant, les animaux que vous accueillez, oui, il y a des écorchés de la vie qui vont être du coup à fleur de peau. Ouais. Et ces écorchés de la vie, on ne pourra pas les mettre forcément en relation avec tous les publics, peut-être pas avec une classe d'école maternelle. Ils seront peut-être moins tolérants ou moins résistants. Mais c'est aussi formateur, et on va pouvoir, en tant que facilitateur, en tant que professionnel, on va pouvoir accompagner. Pourquoi et de travailler sur l'histoire d'animaux écorchés de la vie, ça peut résonner aussi dans l'histoire de certains publics. Donc oui, on peut accueillir, une fois de plus, tout dépend de qui on est et comment on véhicule le message qu'on a envie de faire passer, quoi. Alors il y a une autre question dans le militantisme que je rencontre souvent. Alors c'est pas le cas de la personne qui m'a posé la question, c'était quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'assez orienté politiquement et qui refuse de travailler avec des banques et pour qui les politiques sont tous des pourris. Je donne pas d'avis sur la question, mais c'est surtout, voilà, elle veut pas travailler avec des politiques. Donc moi j'étais un peu embêté en tant que coach à ce moment-là, puisque je l'accompagne dans la réussite de son projet. Un projet de ferme pédagogique, c'est un projet d'abord territorial. On essaie de s'implanter sur un territoire, on est en lien avec des collectivités qui sont parfois partenaires, parfois financiers, mais aussi des partenaires, qui sont des clients en fait, qui viennent acheter des séances pour leurs écoles, parce que ce sont elles qui gèrent le budget de leurs écoles, ce sont elles qui gèrent parfois le médico-social, les EHPAD, l'action sociale, etc. Donc j'étais un peu embêté de lui dire je comprends que t'aies pas forcément envie d'aller discuter avec cette personne qui est de tel parti politique et que ça te plaît pas du tout, parce que t'as fait même une campagne, elle avait fait une campagne contre cette personne-là. Je dis maintenant là on n'est pas... Il va peut-être falloir distinguer mon opinion politique de l'intérêt du projet que je porte, puisque le projet, on parle de personne morale en droit, un projet devient une personne en fait, il devient quelque chose qu'on doit chérir à part entière, qui a ses propres besoins, son propre raisonnement, et dans cette situation-là, je pense que le militantisme doit être un peu réduit pour qu'on accepte de discuter avec des élus, des personnes qui ne pensent pas comme nous. Il ne faut pas oublier aussi que dans les collectivités territoriales, il n'y a pas que des élus, il y a des techniciens sont des gens qui ils sont passés de gauche à droite au centre parce que ce sont des fonctionnaires et qui travaillent là, ils s'en fichent de l'étiquette politique, ils sont là pour mener une politique. Donc voilà, ça c'est important parce qu'on me pose souvent cette question. Il y a beaucoup d'associations qui se cassent la figure parce qu'elles sont braquées sur cette idée-là. Je sais pas ce que toi tu... Moi, du coup, je vais juste répéter ce que j'ai dit en début, c'est que dans ferme pédagogique, il y a pédagogie. La pédagogie, c'est pas forcément uniquement auprès des visiteurs qu'on accompagne. Être pédagogue, c'est peut-être aussi aller voir ces politiques pour lesquelles, pour l'instant, on a l'impression d'avoir aucun point commun, et peut-être de leur présenter votre projet avec vos tripes, comme vous l'entendez, non pas une fois de plus pour convaincre. On n'est pas là pour se convaincre les uns les autres. En toute intelligence, on est là pour échanger, pour donner envie de s'intéresser aussi. Parfois, c'est le propre aussi de la vie. Par méconnaissance, hop, on ferme toutes les portes, quoi. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas le temps. Donnez simplement envie, tout comme vous allez le faire avec les personnes qui vont venir dans votre lieu, donnez simplement envie aux politiques de s'intéresser à votre projet, et peut-être que ce politique, tout comme vous allez aussi évoluer, et tant mieux, et je pense. Mais surtout, ce sont des partenaires, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, et vous avez avoir le meilleur projet, un projet extraordinaire, à la fin du mois, il faut payer la nourriture des animaux, les soins vétérinaires, il faut payer vos salariés, les frais de fonctionnement, le camion, l'assurance du camion, l'essence qu'on met dans le camion.
Enfin, tout ça, vous allez avoir l'aide des visites. Enfin, donc il faut être aligné avec ses valeurs, mais il faut être capable de savoir quels sont les impacts de ce qu'on veut défendre à tout prix. Ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence à tourner, j'aime bien cette phrase qui dit je n'ai qu'un seul principe, c'est de ne pas avoir de principe. C'est de se dire, même si on défend un certain nombre de valeurs, on est capable d'accepter la discussion, parce que c'est à partir du moment, d'ailleurs, les conflits, quand on parle de conflit, on parle d'arrêter les discussions, en fait, on arrête de discuter. Hein. Donc c'est important quand même de pouvoir accepter ça, de discuter avec tout le monde. Le banquier, c'est une question aussi qui est importante. On peut être contre une banque, enfin, je veux dire, moi j'ai pas d'avis là-dessus, j'ai des banques que je vais pas voir, d'autres que je veux bien aller voir. Bon, on a forcément besoin d'un compte bancaire, en tout cas dans le système dans lequel on vit aujourd'hui. Peut-être qu'un jour on en aura plus besoin, je sais pas. Mais en tout cas, il faut avoir conscience de ce qu'une banque peut nous apporter. On se dit, est-ce que je suis prêt à m'en passer ou pas? Et si je suis prêt à m'en passer, je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher des financements ailleurs. Parce que si on décide de couper toutes les portes, après on va aller, je l'ai vu sur un projet et c'est dommage, on va aller pleurer parce qu'on n'est pas soutenu. Mais si on a refusé de discuter avec des banques, qu'on a refusé de discuter avec tel et tel bord politique, et qu'en fait on se retrouve plus qu'avec quelques militants qui sont prêts à nous donner 5 € tous les mois, ça suffira pas. Ah non, non, non. Et on est garant du bien-être de nos animaux, et déjà, donc voilà, il faut pouvoir, ne serait-ce que, voilà, s'il y a ce côté protection animale, enfin voilà, si on est, c'est un exemple hein, sur le côté, eh bien comment on fait pour nourrir nos animaux. Donc je pense que tout est une question de dosage, et que comme tu dis, enfin voilà, le principe de ne pas avoir de principe, c'est plutôt assez juste, parce que, voilà, et puis cette richesse de pouvoir communiquer, on le voit dans la communication non violente, finalement, en effet, c'est la rupture dans la relation qui fait, de la communication, qui fait nous. Continuons à échanger, essayez de sensibiliser à votre cause, et peut-être que oui, ce sera d'autant plus intéressant, et que si au bout de ce chemin vous obtenez de l'aide, alors ça peut être de l'aide financière, mais aussi une aide matérielle, hein, quand on est, si on s'installe sur une commune et que la mairie du jour au lendemain décide de venir vous aider pour les aménagements, etc., c'est un sacré coup de main, quoi. Donc, ça peut donner un coup de main le jour où vous avez une tour qui veut se construire juste en face de votre ferme pédagogique, ou que, je sais pas moi, il y a un truc qui se négocie contre vous ou sans vous. Vous n'êtes pas associé aux discussions parce que vous avez vous-même refusé d'être dans les discussions, donc c'est dommage. Le troisième et dernier sujet, je voulais qu'on en parle, c'était un peu le mode de gouvernance d'une... Alors là je parlais plutôt des associations, mais ça peut être aussi dans le cadre de certaines entreprises, puisqu'on m'a beaucoup posé la question, voilà, je suis plutôt aligné sur des valeurs de multilatéralisme, de coprésidence par exemple, ça c'est quelque chose que je croise beaucoup. Donc on va avoir 3, 4, 5 coprésidents où tout le monde, où on a des votes à l'unanimité par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le système associatif est vraiment, pour moi, enfin en plus ça correspond quand même pas mal au fonctionnement de ferme pédagogique, donc le fait d'avoir une gestion collégiale d'un projet, c'est chouette parce qu'on est dans la multicompétence, dans la complémentarité, et ça c'est vraiment une richesse. Seul, enfin on n'a pas toutes les casquettes, mais même en tant que porteur de projet individuel, on voit vite qu'on a besoin d'être accompagné, d'avoir un coup de main sur telle ou telle compétence. Parfois on n'a pas l'impression, mais quand on passe un coup de fil à une copine qui a des animaux pour nous dire il y a ça, ou telle personne, ou on croise un enseignant, on lui pose cette question, on voit qu'on a besoin des compétences des autres pour aussi se construire. Après, au bout même dans le cadre d'une association, parfois avec une gestion collégiale, là, comme tu dis, avec plusieurs présidents, des coprésidences, au bout d'un moment, il faut quand même, à la fin, acter quelque chose. Donc oui, on peut voter, on peut choisir. Après, quand le choix n'arrive pas à être fait, il faut qu'il y ait quand même une personne qui puisse dire, bon bah écoutez, moi, on n'arrive pas à se mettre d'accord, bien sûr en toute intelligence, hein, c'est pas la personne qui arrive avec une idée qui est complètement l'opposé des autres, mais en toute intelligence de dire, bon bah voilà, il va falloir acter, et moi je me positionne là-dessus, et je dis que... Donc, il y a un comité de pilotage, par contre il faut un pilote. Il faut un pilote dans l'avion, parce qu'à un moment on doit savoir si on va à droite ou à gauche. C'est vrai qu'on peut avoir des décisions qui sont rapides, extrêmes à prendre, sur une dépense, quelque chose qui coûte très cher, un animal à soigner en urgence. Est-ce qu'on fait appel au veto? Est-ce qu'on y fait... Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc soit vous avez une gestion qui a déjà prévu tous les cas,
Et donc en fait la décision a Oui. été prise en amont. Et dans ce cas-là c'est très facile à piloter, on peut demander à n'importe quel exécutant en fait de piloter quelque chose si tout a été pris d'avance. Mais en fait on est incapable de prédire toutes les situations. Surtout avec le vivant, quoi. Surtout avec le vivant. Donc je pense qu'il faut en tout cas trouver un garde-fou pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit capable de prendre la décision d'une manière urgente, quitte à rendre des comptes après, quitte à se faire engueuler en disant oui mais t'aurais pas dû faire ça, etc. Mais en tout cas il faut qu'il y ait la possibilité. L'immobilisme, je pense que c'est la pire des choses. Et ça je l'ai vu, alors je le vois pas que dans des associations, je le vois dans des entreprises où il y a des associés à 50-50. Donc ça c'est souvent quand on veut créer une entreprise, on est deux associés, on a très très peur, en fait on veut pas prendre le pas sur l'autre et on dit on est dans une relation équitable, etc. 50-50 c'est en gros le statu quo, c'est je dis rouge, tu dis noir. Bon. Et ben on dit pas. On dit pas. Donc si on doit aller à la banque, on sait pas si on y va. Si on doit accepter une aide financière, il y en a un qui est d'accord, l'autre qui est pas d'accord, parce qu'il y en a un qui dit que c'est 10 000 euros, l'autre qui dit oui mais c'est Total. Non mais complètement, Qu'est-ce qu'on fait? C'est Total ou c'est les 10 000 euros? Je sais pas. Donc je pense que c'est la pire des situations, c'est d'avoir un 50-50. Il faut un 51-49 minimum pour que il y ait une personne qui ait le point final, qui puisse dire bah oui mais il faut trancher. Et donc c'est une relation de confiance. Voilà. Moi je suis très attachée à l'humain et je pense que quand on se lance dans ce type d'aventure, il faut vite être entouré, même si on reste le porteur de projet, il faut vite s'entourer. Et après, cette relation de confiance permet de déléguer. Et puis, cette complémentarité de compétences aussi permet que si je n'ai pas les compétences, de toute façon, je vais en référer à la personne qui les a dans mon équipe, etc. Mais voilà, donc une relation de confiance. Et par contre, si vous avez des doutes au démarrage sur les personnes avec lesquelles vous souhaitez vous entourer, avant de démarrer, on n'y va pas. Quand on change, je veux dire, il faut être sûr, quoi. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc là-dessus, voilà, il faut pas avoir peur. C'est que le début. Donc voilà, si on le sent, s'il y a des problématiques, etc. On n'y va pas, quoi. La confiance, c'est aussi un facteur très important dans ces projets, quoi. Alors si on conclut. Moi j'ai l'impression, en tout cas en tant qu'accompagnateur, moi je trouve que les projets militants c'est les projets auxquels je prends plus de plaisir à travailler. Donc on a l'impression là quand on nous écoute qu'on met des barrières en disant attention, mais c'est surtout de l'expérience de se dire, en fait si vous avez un projet qui est classique, qui coche toutes les cases, en fait c'est très facile parce que moi je peux l'accompagner de manière quasiment automatique. On va dire voilà il va falloir faire ça, et tout va bien. Et quand on est dans un projet un peu militant, c'est-à-dire qu'il y a une âme, qui a des valeurs à défendre, en fait, il faut juste prendre le temps de se questionner et de savoir quels sont les obstacles, les inconvénients, les problématiques que vous allez rencontrer grâce ou à cause de ces défis que vous vous lancez à vous-même, de ces contraintes que vous vous donnez à vous-même, qui ne sont pas des mauvaises contraintes, mais qui nécessitent d'être réfléchies. Et une fois qu'on a pris le temps d'y réfléchir sur la gouvernance, donc de se poser les questions sur comment on va gouverner ensemble, sur le choix des animaux, qu'est-ce que ça implique, sur, on a parlé des valeurs écologiques, sur avec qui je parle, avec qui je ne parle pas, etc. Une fois que vous avez résolu tout ça, là vous avez un projet qui commence à être bien solide. Oui, et comme tu dis, on a très envie de les accompagner, ces projets, c'est d'autant plus, c'est d'autant plus motivant. Ouais. Donc n'hésitez pas. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Première petite demande s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air parce que ça me fait plaisir et ça me permet vraiment de savoir si ce que je fais a une utilité, si je fais pas ça pour rien, si on discute pas pour rien, on discute jamais pour rien, mais voilà, si ça vous intéresse. Deuxième chose, donc on a beaucoup parlé de différents types de projets et je sais que vous vous posez beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site des entrepreneurs animaliers. Vous allez trouver beaucoup de ressources gratuites sur les secrets du facilitateur de la relation entre l'humain et le vivant, sur comment certaines personnes se sont reconverties dans leur projet animalier, et si vous avez besoin, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi directement pour parler de votre projet, sur sa faisabilité, sur sa viabilité, et donc c'est sur la page de contact du site des entrepreneurs animaliers, je vous mets la description sous la vidéo. A très bientôt, au revoir. Au revoir.